Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo à propos des courbes d'utilité. Et cette fois-ci, comme je l'ai annoncé dans la fin de la dernière vidéo, nous allons combiner maintenant les contraintes budgétaires avec les courbes d'utilité. Et ce qui va donner à notre consommateur un choix. Un choix, comment ça un choix? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc en combinant la contrainte budgétaire et la courbe d'utilité, le consommateur va maintenant devoir maximiser son utilité en tenant compte de la contrainte budgétaire, évidemment. Donc là, on a la contrainte budgétaire, comme je l'avais dit dans la toute première vidéo. On fait un choix économiquement efficace quand on choisit un panier de consommation donc entre A et B sur la ligne noire là en gras, du coup la contrainte budgétaire. Sauf que cette fois-ci, maintenant, il y a son utilité, ses préférences qui sont mises en jeu. Ok, ça veut dire qu'il va devoir maintenant maximiser son utilité en fonction de ses préférences et de la contrainte budgétaire. Comment il va faire ça? Tout d'abord, nous allons regarder la contrainte budgétaire et analyser les points économiquement efficaces sans tenir compte de nos préférences. Donc tous les points économiquement efficaces sont sur la contrainte budgétaire, ça on connaît. Après avoir fait ceci, on regarde quelles sont les courbes d'utilité qui ont un contact avec la contrainte budgétaire. Dans ce cas-ci, il y a U0 et U1. Okay. On voit que U2 n'a pas de contact avec la contrainte budgétaire. U1 a un contact ici, dans le point rouge là, que j'ai mis. Et U0 a deux contacts avec la contrainte budgétaire ici et ici. Ok. Vous vous doutez qu'on va devoir faire un choix entre ces trois points. D'accord? Un problème s'oppose à nous. Il y a trois points sur la contrainte budgétaire qui ont une intersection avec U0 ou U1. Pour savoir quel sera l'optimum, il suffit de prendre la courbe d'utilité qui sera le plus à droite, car c'est celle qui nous procurera le plus de satisfaction comme vu précédemment. Donc comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, qui est très importante à regarder car c'est là qu'on pose les bases afin de comprendre ceci, j'avais dit que plus la courbe d'utilité se situe à droite, donc plus elle est loin de l'origine, plus on est heureux, plus on a de satisfaction, car plus on est à droite, plus on a de biens, à consommer, d'accord? Donc là en fait on voit que U1 est plus à droite que U0. Ça veut dire que les deux points ici, on peut les enlever de nos têtes, on prend U1 et on a trouvé notre optimum qui se situe au point A. Donc au point de tangence entre U1 et la contrainte budgétaire. Et là, on a trouvé notre optimum. C'est là que le choix du consommateur sera le meilleur et il aura maximisé son utilité. D'accord? Nota bene, évidemment, U2 nous procure plus de plaisir que U0 et U1, car il est plus à droite que U1 et U0. Donc, vous allez me dire, pourquoi on ne va pas choisir un point qui se trouve sur U2? Comme je l'avais dit, il faut trouver une intersection entre U2 et la contrainte budgétaire. Donc, là, la contrainte budgétaire ne nous permet pas de choisir un point sur U2. Nous n'avons pas assez d'argent pour acheter, par exemple, imaginons que sur ce point-là, c'est 5B et 5A. On n'a pas assez d'argent pour avoir 5B et 5A. On a assez d'argent seulement pour avoir 3B et 3A. D'accord? Donc la contrainte budgétaire ne nous permet pas de toucher un point sur U2. Évidemment, comme je dis ici, pour atteindre celle-ci, U2, seule une hausse du budget, donc une translation du budget, ça c'est ce qu'on va voir après, vers U2 nous permet de choisir un point sur U2 ou une baisse suffisante des prix. Évidemment, une hausse suffisante à chaque fois. Donc si on a une translation un peu vers la droite mais on touche toujours pas U2, c'est toujours pas bon. Ou une baisse suffisante des prix de A et ou B nous permettrait de l'atteindre. D'accord? Donc si maintenant A et B baissent, on peut choisir plus de A et plus de B. Donc c'est un peu comme si on avait aussi une translation de la contrainte budgétaire. D'accord? Maintenant qu'on a vu comment trouver graphiquement l'optimum, nous allons regarder comment le trouver mathématiquement, donc avec des formules d'algèbre. Là, je vous ai mis la formule, d'accord? Donc l'interprétation de cette formule est très simple. Elle est vraiment très simple, d'ailleurs elle peut faire peur un peu comme ça avec des petits, je sais plus comment on appelle ça, mais vous avez compris, avec PA, PB, utilité marginale, donc U avec apostrophe, voilà, U avec apostrophe, ça signifie utilité marginale, et le petit A ou B, utilité marginale de A ou de B, selon qu'il soit marqué A ou B. L'interprétation de cette formule est très simple, elle signifie que si il nous reste un dernier euro à dépenser, l'utilité additionnelle, donc l'utilité marginale que nous procurera le bien A, si on dépense celui-ci pour une utilité additionnelle de A, du coup, sera égale à l'utilité additionnelle pour le bien B, si nous avions dépensé notre dernier euro pour B, d'accord? Donc en fait, imaginons qu'il me reste un dernier euro et j'ai le choix entre du pain ou de la viande, eh bien, l'utilité additionnelle que me procurera la viande ou le pain sera la même. Ça veut dire que je n'ai ni trop de A, ni trop de B.
d'accord? Donc l'interprétation en fait de cette formule, c'est qu'on n'a ni trop de A ni trop de B, on est juste à l'équilibre, selon notre utilité du bien A ou du bien B, d'accord? Donc, là vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas juste mis utilité marginale de A égale à utilité marginale de B? Eh bien c'est très simple, si j'avais fait ça, ça veut dire qu'on ne tient pas compte des prix. Ok, ça veut dire que l'utilité marginale imaginons, du caviar est égale à l'utilité marginale du pain. C'est pour ça qu'on met le prix en dessous pour pouvoir pondérer en fait cette utilité marginale, d'accord? Et en fait, autrement dit, si maintenant le prix du caviar est très haut, donc comme je l'ai mis ici, voilà, on divise les utilités marginales de A et B par PB et PA, autrement dit leur prix, car un bien cher, imaginons PA, donc le caviar, nécessitera une faible consommation de A pour une grande utilité. Et inversement si PA est faible. Donc si PA est faible, ça veut dire qu'on devra consommer beaucoup de PA pour avoir une utilité marginale assez élevée. D'accord Une faible consommation de PA nous donnera une grande utilité marginale, car PA est haut, le caviar, donc il faut manger. Imaginons qu'on a du caviar devant nous, rien qu'une cuillère, ça va nous procurer beaucoup d'utilité. Alors que les tranches de pain, il nous faudra beaucoup de tranches de pain pour nous procurer une utilité. Ok ? Donc, si PA c'est le prix du caviar et PB c'est le prix du pain, il faudra consommer beaucoup de tranches de pain pour avoir l'utilité d'une cuillère de caviar. En fait, c'est ça, voilà. Il faudra consommer beaucoup de tranches de pain pour avoir l'utilité d'une cuillère de caviar qui coûte cher. Du coup, il faudra manger peu de caviar pour avoir l'utilité d'une grande consommation de tranches de pain. Ok ? Ce qui explique donc que l'utilité marginale est divisée par le prix, car dans ce cas-ci, une faible consommation de caviar sera égale à une grande consommation de pain due à son prix faible. Donc si maintenant on a cette formule qui est respectée, donc la formule à gauche est respectée, elle nous permet de dire, il suffit de mettre UB en dessous et PA à la place de UB, et on a que utilité marginale de A sur utilité marginale de B est égale à PA sur PB à l'optimum. D'accord ? Ça va être très important pour après. On va voir ça après. À retenir ceci. Donc c'est juste une dérive de cette formule. Hein, donc on change juste ici l'égalité, mais ça reste totalement la même chose. Mais si maintenant ça c'est respecté, ça nous permet de dire ça. Et la contraposée, c'est que si ça c'est respecté, ça nous permet de dire ça, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, donc là, hop, j'ai barré en fait le signe d'égalité entre ces deux textes. Si ce n'est pas le cas, l'utilité marginale de A est plus forte que l'utilité marginale de B. Donc imaginons que l'utilité marginale de A sur PA est plus forte que l'utilité marginale de B sur PB. C'est que nous avons trop de B et pas assez de A. Autrement dit, nous ne sommes pas à l'optimum. Ok. Donc, comme je vous l'avais dit, il faudra bien retenir que PA sur PB est égal à utilité marginale de A sur utilité marginale de B. Et ne pas oublier que utilité marginale de A sur utilité marginale de B, c'est égal au taux marginal de substitution de B par A, ok ? Qui est du coup aussi égal au PA sur PB. À l'optimum, toujours ça, à l'optimum, à l'équilibre. Si on retient ça, on va pouvoir trouver une autre formule. Une autre formule qui nous permet de savoir si on est à l'optimum, et cette formule c'est PA sur PB qui est égal au TMS. Ok, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer un exemple avec des balances. On peut exprimer ceci, donc cette formule, de cette façon. Si le prix de la viande vaut 10, donc PA égale 10, et le prix du pain vaut 5, PB vaut 5, le rapport des prix vaut 2, 10 sur 5 égale 2. Par conséquent, le consommateur devra trouver à l'équilibre un panier où il est prêt à renoncer à 2 pains pour une viande. Et là, si maintenant notre taux marginal de substitution à l'équilibre nous dit que le consommateur choisira un panier où il est prêt à renoncer à 2 pains pour une viande, donc 2 pains pour une viande c'est égal du coup au rapport des prix, le taux marginal de substitution est égal au rapport des prix, nous sommes à l'optimum, ok, on a cette fameuse balance qui est à l'équilibre. Si le TMS, donc le taux marginal de substitution est égal au rapport des prix, nous sommes à l'équilibre, ok. Là un autre exemple, donc si le rapport des prix vaut 5 comme dit tout à l'heure, et il choisit un panier de consommation où il est prêt à renoncer à 4 viandes pour un pain, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a trop de viande, ok ? La balance penche vers la viande. Donc on a trop de viande par rapport au rapport des prix. Et pas assez de pain. C'est qu'il dispose de trop de viande et pas assez de pain. Le taux marginal de substitution n'est pas égal au rapport des prix. Nous ne sommes pas à l'optimum. C'est tout simplement ça, cette formule. On va beaucoup mieux la comprendre avec des exercices, comme tout. Hein.
C'est juste qu'on a besoin de théorie avant ça. Mais si vous avez compris l'idée, c'est parfait. Donc maintenant que nous avons fini sur les formules et comment trouver du coup grâce aux formules l'optimum et comment le trouver graphiquement, nous allons analyser qu'est-ce qui se passe quand le budget varie. Ok, donc, analyse des effets des fluctuations de la contrainte budgétaire sur les courbes d'utilité. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand notre contrainte budgétaire augmente ou baisse? Qu'est-ce qui se passe avec les courbes d'utilité? Donc, au départ, nous avons une certaine quantité de A et B en fonction de notre budget. Donc ici, le premier budget, donc Y de base, nous donne A1 et B1. D'accord? Et l'optimum se situe au point de tangence de U1 et de Y. Donc ici, d'accord? En passant de Y à Y', donc là notre budget augmente. On passe à Y' ici. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc une hausse du budget pour X raisons. Le budget augmente évidemment parce que Y augmente. Notre optimum a changé et le nouvel optimum se situe au point de tangence de U2 et de Y. Ok, ici. Donc notre contrainte budgétaire a augmenté. Qu'est-ce qui va se passer avec A et B, selon vous? Imaginons que je consomme 4 M&M's, donc 4 paquets de M&M's, mon budget augmente, qu'est-ce que vous allez vous dire? Oh bah je vais maintenant consommer 5 M&M's, d'accord? Et la même chose pour B, imaginons que B ce soit des Maltesers, je consommais 4 Maltesers, maintenant que mon budget a augmenté, je vais consommer 5 Maltesers. Voilà pourquoi A et B augmentent. Donc dans ce cas-ci, la hausse du revenu a fait augmenter la consommation de A et B, mais ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, le cas le plus fréquent, ça va être celui-ci, mais il y a d'autres cas, et ça va être très intéressant d'analyser ceci, et je vais vous donner le nom de ces fameux biens de consommation, qui, lorsque le revenu augmente, baissent leur consommation. Je vais vous montrer ça juste après. Du coup, vous vous doutez très certainement que maintenant, nous allons voir une hausse du budget qui va entraîner une hausse de A, mais une baisse de B, tout simplement. Donc là, on a une baisse de B, comme je l'avais dit. Évidemment, je la connaissais la slide à l'avance. Et une grande hausse de A. Donc, dans ce cas-ci, une augmentation du revenu qui engendre une augmentation des quantités de A, mais une diminution des quantités de B. Ok ? Ce phénomène va nous permettre d'introduire le concept d'élasticité revenu. Car, du coup, ce phénomène-là n'est pas universel. Il y a un autre concept plus rare qui se réalise parfois, qui va être une élasticité revenu négative. Ok, soit les quantités d'un bien augmentent après la hausse du revenu. Ok, donc dans ce cas-ci, la quantité d'un bien augmente après une hausse du revenu pour les deux cas, et même pour A dans ce cas-ci, soit les quantités d'un bien diminuent après la hausse du revenu, ce qui est très rare. Hop, B diminue. On appelle ces biens les biens inférieurs et les quantités d'un bien augmentent après la hausse du revenu, les biens normaux évidemment, parce que comme je l'avais dit, c'est beaucoup plus courant que ça augmente, donc ça va être les normaux et biens inférieurs, ça va être plus rare, ok? Je vais vous donner un exemple de biens inférieurs. On peut avoir, la plupart du temps, ce sont des biens qu'on achète quand on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'ils sont moins chers et qui sont de mauvaise qualité, comme des nouilles, par exemple des nouilles en boîte, des bières, les Carapils, donc vraiment les sous-marques des sous-marques. Et dès qu'on a une hausse du budget, en fait, on va substituer ces biens de mauvaise qualité avec des choses de meilleure qualité. Donc on en consomme moins, tout simplement. Ok. Imaginons, je vais passer de la Carapils à une bière beaucoup plus bonne, en fait, tout simplement. Après, je sais pas si vous connaissez la Carapils, mais on peut faire l'exemple avec des nouilles. Les nouilles en boîte, hop, j'ai une hausse du budget, j'arrête de consommer ces nouilles en boîte qui sont vraiment mauvaises pour la santé, je vais aller consommer des nouilles au restaurant, en fait, tout simplement. Voilà pourquoi ma quantité de B diminue après une hausse du budget. Okay. Cela dépend donc que ça augmente ou ça baisse avec le revenu. Ça dépend de quoi? Comment on peut le savoir en fait? Eh bien, ça dépend de l'élasticité de la demande des biens au revenu. Ok? Donc tout simplement l'élasticité revenu. Pour A, donc l'élasticité revenu AY, c'est égal à la variation des quantités de A sur la variation du revenu. Okay. Donc A, dans ce cas-ci, on peut voir que A augmente, donc la variation de A augmente quand le revenu augmente. Donc là, on a une élasticité revenu positive, mais dans ce cas-ci, B diminue quand A augmente, quand Y augmente. Donc là, on a une élasticité inférieure, pas élevée, quoi, tout simplement négative. Elle n'est pas vraiment négative, mais elle n'est pas élevée. Elle est beaucoup moins élevée que l'élasticité revenu de A, ok, car B diminue quand Y augmente, ok.
Donc, je vais vous mettre comme ça, ce sera plus simple à comprendre. Donc dans ce cas-ci, A augmente, hop, quand Y augmente. Et ici, B diminue quand Y augmente. Donc là, ce qui est sûr, c'est que l'élasticité revenue de B sera faible comparée à l'élasticité revenue de A. Ok? Donc voilà, ça c'était le concept d'élasticité revenue. Dans les prochaines vidéos, nous allons introduire le concept d'élasticité croisée, donc l'élasticité entre A et B par exemple, tout simplement. Et c'est très important de comprendre ces notions que j'ai rappelées, ou que je viens, ou que vous venez de comprendre. Et j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que elle vous a appris plein de choses. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, mettre un pouce bleu et être présent pour la prochaine vidéo. Merci.